Cette nuit était particulièrement éclairée par la lune. L'énorme lune ronde se reflétait à travers les fenêtres des maisons, illuminant tout ce qui les entourait. « J'ai bien entendu ?» demande le jeune homme. Oh, il semble que ces paroles aient été prononcées avec une nuance non dissimulée de froideur et d'ironie. Il dialoguait avec une jeune et belle fille. Et maintenant, il était très curieux de savoir si elle lui proposait de dormir dans le même lit qu'une fille qui pourrait être venue pour lui. « Ne vous méprenez pas, Narmin Balazit ?» demanda Glenn avec une expression nonchalante sur son visage, en faisant des pauses claires après chaque mot. La jeune fille se tenait en face et regardait Glenn avec ses yeux écarquillés. Oh, ces paroles semblaient la troubler. Elle avait l'air un peu confuse et effrayée. Regardant Narmin droit dans les yeux, Glenn déclara catégoriquement qu'il ne ferait jamais affaire avec la fille de Balazit. « Dieu !» dit-il d'une voix telle qu'un frisson parcourut l'âme et le corps de Narmin. La jeune fille ne put dire un mot à ce moment-là. Ah, c'était comme si ce jeune homme plongeait son regard froid et pénétrant dans son âme. Mais ce regard fut de courte durée. Au bout d'un moment, Glenn se détourna brusquement et se dirigea vers la sortie. Une seconde plus tard, la porte se referma derrière lui et le bruit retentit dans toute la maison. « Glenn, attends !» dit Narmin à voix basse, mais personne ne l'entendit. Les servantes, qui avaient assisté involontairement à la scène, étaient tout simplement choquées par ce qu'elles entendaient. Bien sûr, ils ont dû penser qu'il était difficile et douloureux pour Narmin, en tant qu'enfant choyé, d'entendre des paroles aussi froides. Mais pour Narmin elle-même, à vrai dire, c'était un grand bonheur. La jeune fille était incroyablement heureuse. « Merci, Marquis. Soyez sûr de tenir votre parole, » pensa-t-elle. Narmin Balazit est l'enfant illégitime de la famille Balazit. Elle a eu une vie très malheureuse. Il se trouve que la jeune fille avait des relations plutôt tendues avec sa demi-sœur. Elle déversait souvent toute sa colère et sa peine sur Narmin. La sœur se considérait comme supérieure et rappelait constamment à Narmin qu'elle n'était pas au même niveau. Outre sa sœur, il y avait aussi son père, pour qui Narmin n'était qu'une marionnette. L'homme utilisait simplement sa fille de toutes sortes de façons, expliquant ses actions en disant qu'elles étaient toutes pour le bien de la famille. Oh, et en plus, son fiancé, l'homme en qui elle avait le plus confiance, a participé à la mort de Narmin. Cette pensée lui fait monter les larmes aux yeux. Narmin se dit que Dieu devait penser que sa vie était aussi misérable. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva soudain dans le passé, à un jour où elle avait 20 ans. Oh, quel miracle! Eh bien, si nous en avons la possibilité, nous devons vivre différemment cette nouvelle et seconde vie. L'humeur de Narmin est déterminée. La jeune fille a décidé que cette fois-ci, elle détruirait tous ceux qui l'ont amenée là. La soif de vengeance était fermement ancrée dans le cœur de la jeune fille et elle était fermement décidée à ne vivre que pour la vengeance. Et pour commencer, après avoir fait semblant d'être follement amoureux, Narmin a épousé un vieil ennemi de la famille Balazit. Narmin est désormais l'épouse du marquis de Winterfeld du Nord. Bien sûr, la jeune fille se rend compte que, puisqu'elle est la fille de son ennemi, le marquis ne peut pas sincèrement tomber amoureux d'elle. Narmin croyait vraiment que tout s'était déroulé comme elle l'avait prévu, jusqu'à ce que la jeune fille trébuche et se torde le pied. Ah, elle était elle-même assez surprise de sa propre maladresse. Mon Dieu, Narmin ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais heureusement, ou malheureusement, le marquis de Winterfeld n'était pas loin. Ah, ils ne sont pas un peu trop près l'un de l'autre? L'homme soulève Narmin d'une main, l'empêchant de tomber inévitablement sur le sol. C'est gênant! Il semblait la tenir dans ses bras plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Narmin se raidit devant cette proximité inattendue. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à Narmin? Tout semble aller dans ce sens. La grande guerre perpétuelle entre le royaume et les démons s'est terminée par la victoire du royaume grâce aux efforts d'un héros. Un jour, tous les habitants étaient dans l'attente d'un vainqueur. Les rues brillaient de pureté et une crainte tranquille planait dans l'air. Une multitude de personnes, adultes, vieillards et enfants, accueillent le Sauveur qui a mis fin à la guerre. Leurs yeux étaient pleins de gratitude et leurs visages rayonnaient de joie. Et ce héros s'appelle Martin Corral. Mais il y a une autre description pour ce personnage. Martin était aussi connu comme un guerrier d'un autre monde, et il portait le fier surnom de tueur de dragons.
Outre ses fiers surnoms, Martin Corral était également connu comme le fiancé de la fille abandonnée du duché de Balacite. « Lady Narmin Balacite, voulez-vous épouser Lord Martin Corral ?» demande-t-on à la jeune fille devant l'autel. Narmine a donné son accord et est devenue l'épouse d'un homme connu pour être un ennemi de sa famille. Toutefois, il convient de noter que leur mariage avec Martin a été arrangé avant que l'homme ne devienne un héros. C'est ainsi que toute la tragédie a commencé. Narmi Balazi est la fille d'une concubine de la famille Balazite, une marionnette. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de ces déchets inutiles. Elles portent atteinte à la dignité de notre famille. Sont autant de choses qui ont été dites sur Narmine dans son dos. La jeune fille n'avait jamais imaginé que son propre père la reconnaîtrait. Après tout, Narmin était constamment comparé à sa jeune sœur, qui avait été gâtée depuis l'enfance. Même les serviteurs n'hésitaient pas à traiter Narmin avec dédain, car personne ne les avait jamais réprimandés à ce sujet. Mais soudain, tout change, et Nadine a une chance de gagner le respect de son père. Un jour, son père lui annonce qu'il a une affaire à régler avec Nadine. Ce jour-là, son père a émis l'idée que Narmin pourrait épouser Martin Corral. Il lui assure que ce mariage sera d'une grande aide pour la famille. À l'époque, Martin n'était qu'un mercenaire venu d'un autre monde pour défendre le royaume. Son évolution était si rapide qu'elle en était effrayante. Le duc Balazite était certain que s'il le liait à Narmin, cela jouerait en sa faveur. Les plans du père de Narmin étaient énormes et élaborés. Du moins, c'est ce qui lui semblait à l'époque. C'est ainsi que s'est conclu le mariage blanc entre Martin Corral et Narmin. Depuis ce jour, ils sont tous deux devenus des pions de Balazite. « Tu vas bien ?» demande Narmine à son nouveau mari lors de la cérémonie de mariage, voyant qu'il s'inquiète de quelque chose. Il se contenta de regarder la jeune fille en silence. Il y avait de la froideur dans son regard. Narmin a décidé que par tous les moyens, elle réussirait à tout faire et que plus personne n'oserait l'ignorer. Même s'ils ont été forcés de se marier, la jeune fille garde l'espoir qu'un jour ils pourront vivre comme un mari et une femme normaux, jusqu'au jour où Narmin tombe dans un piège. Oh mon Dieu! Comment se fait-il qu'elle soit soudainement derrière les barreaux? Narmin tente désespérément d'expliquer qu'il semble y avoir un malentendu. Elle demande à parler à Martin Corral. « Ah! Apparemment, tu n'as toujours pas réalisé dans quelle situation difficile tu te trouves, ma sœur? » « Désolée, » répondit Narmin avec mépris avant de verrouiller la porte métallique de la prison. La jeune sœur Narmine a déclaré qu'il était hors de question que Lord Martin Corral vienne. Narmine n'en croit pas ses oreilles. Une expression d'incompréhension se figea sur son visage et elle demanda discrètement à sa sœur de quoi elle parlait. « Les choses ont radicalement changé depuis l'époque où tu l'as épousé pour la première fois. Après tout, il est devenu la personne la plus importante de ce pays, » remarque Annabelle. Pour la jeune fille, la femme d'un homme comme Martin ne pouvait tout simplement pas être quelqu'un comme Narmin. Annabelle est la demi-sœur de Narmin. Alors, quel est le malentendu? Apparemment, tu as cru à tort que c'était moi qui t'avais piégé ici? Demanda Annabelle d'un ton caustique et avec une certaine ironie moqueuse dans la voix. L'incompréhension règne dans le cœur de Narmi. Elle ne pouvait pas le croire. La jeune fille fit remarquer à voix basse que ce n'était tout simplement pas possible. Mais la prise de conscience est assez rapide. « Père et toi devez y être pour quelque chose, Annabelle !» remarqua Narmin d'une voix tremblante. Cette simple évocation lui donna la nausée. Narmine a d'abord pensé que c'était à cause de leur querelle avec sa demi-sœur. Mais Annabelle s'est contentée de rire à ces paroles. « Tu crois vraiment que c'est le CS? Je veux dire, c'est un scandale majeur qui s'est répandu dans toute la haute société, » remarqua-t-elle en riant. Il s'est avéré que tout avait été convenu à l'avance par un groupe de personnes. Il n'y avait qu'un seul moyen de faire croire que le mariage n'avait jamais eu lieu. Il était prévu de donner de l'alcool à Narmin lors du prochain banquet. Tout le monde savait que cette fille était d'habitude très prudente, alors ils ont décidé de corser la drogue pour l'enivrer. Ensuite, ils allaient mettre un homme de main avec Narmin. Ah, quel plan astucieux! Le plan était simple. Au réveil de Narmin, ils vont appeler des gens, sachant que plus il y a de témoins, mieux c'est. Le plan a fonctionné. Il a fonctionné. Et Narmin fut bel et bien prise dans les bras d'un autre homme. Quelle indécence, en plein banquet! Il est évident qu'elle est la fille d'un concubin, furent les voix méprisantes et condamnantes des témoins. La réputation de Narmin en tant que femme impudique est désormais établie. C'était la raison pour laquelle la fille était derrière les barreaux.
Annabelle se pencha jusqu'à l'oreille de sa sœur et siffla de colère. « Savais-tu que Lord Martin Corral l'avait suggéré ?» Narmin frémit. D'ailleurs, à bien y penser, Martin ne lui a plus jamais rendu visite après cet incident. On aurait dit que c'était parce qu'il avait perdu ses illusions à l'égard de Narmin. Mais, en fait, il avait tout planifié tout seul. Narmi se sentait mal à l'aise. Ah, car même en se mariant avec elle, la fille d'une concubine, il devait considérer qu'il s'agissait d'une discrimination en sa faveur. Narmin baisse le regard d'un air sombre et fait remarquer à voix basse que s'il lui avait simplement proposé de divorcer, elle ne s'y serait pas opposée. Ah oui, parce que c'est une simple jetable. C'était assez stupide d'espérer quoi que ce soit. Mais Annabelle estime que cette option est inacceptable. Après tout, la réputation de Martin en pâtirait, lui qui était considéré comme un héros de la guerre. « Ah, tu es venu parce que tu as eu pitié de lui ?» sourit ironiquement Narmin. Tout s'expliquait maintenant pour elle. Les actions de sa sœur étaient tout à fait compréhensibles, car Martin était maintenant un héros et était très tidbit pour les femmes. Annabelle ne faisait pas exception. La sœur fait un signe de la main. Elle déclara que Narmin pouvait dire ce qu'elle voulait, car c'était sa dernière chance. « C'est tout ce qu'il te reste », dit Annabelle d'un air sinistre en frappant ses mains l'une contre l'autre. Une lueur d'horreur brille dans les yeux de Narmin. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle manigance, cette Annabelle? Qui accepterait une personne abandonnée par son mari à cause d'une liaison avec un autre homme? Poursuit sa sœur d'un ton sarcastique. Elle lui rappelle aussi joyeusement que Narmin est un enfant illégitime et qu'il ne pourra épouser personne d'autre qu'un simple ouvrier. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux mourir avec honneur? Demanda Annabelle. Aussitôt dit, aussitôt fait, deux grands hommes apparaissent dans l'embrasure de la cellule de Narmin. « Oh non, pas ça !» L'un de ces grands hommes tenait une grosse corde à la main. Narmin comprend que c'est pour elle. La jeune fille pousse un cri d'horreur et se lève d'un bond de son siège. « C'est pourquoi je ne t'aiderai qu'une seule fois !» déclara froidement la sœur. Une main énorme et forte de l'un des hommes saisit Narmin par le cou et la plaqua brutalement contre le mur. L'autre jeta la corde autour de la gorge de la jeune fille. Une horreur muette envahit le cœur et l'âme de Narmin. Elle comprend que son destin est inéluctable. Ton père t'a laissé rester, mais tu as décidé de te suicider par honte. Et Lord Martin a soudain perdu sa femme, siffle Annabelle en regardant Narmin se faire massacrer. L'air vient à manquer. Narmin est impuissant face à 4 mains masculines. Annabelle, elle, jubile. Elle se réjouit que maintenant, grâce à leur plan bien défini, ils vont pouvoir défendre leur honneur et celui de toute la famille Balazite. Seul ton nom sera terni, par ton propre acte éhonté, jubila-t-elle. « On se souviendra de toi comme d'une fille qui a connu la honte !» dit Annabelle en crachant son venin toxique comme un serpent. Mon Dieu, Narmin était terrifiée. Elle était engourdie par la terreur et la prise de conscience que c'était la fin. Mais comme elle ne voulait pas mourir, l'air se raréfie. Il devient de plus en plus difficile de respirer. Narmin n'arrivait pas à croire que son destin était de finir ainsi. Toute sa vie, elle a fait ce que son père lui disait. Narmin était docile et obéissante. Enfant, elle surveillait toujours les réactions de sa belle-mère. Narmin ne pouvait même pas respirer sans sa permission. Depuis son enfance, sa demi-sœur a toujours été une source d'ennui pour Narmin. Elle lui enlevait tout ce qu'elle avait de bon. Et voilà qu'Annabelle aurait décidé de se surpasser et d'enlever à sa demi-sœur ce qu'elle a de plus précieux, sa vie. « Au revoir, Narmin, tu vas me manquer !» dit Annabelle sans le moindre regret dans sa voix en regardant Narmin dans les yeux. La vie quittait lentement le jeune corps de la jeune fille. Finalement, Narmin mourut après avoir vécu seulement 23 ans. Narmin pensait que c'était fini. En mourant, elle espérait aller dans un monde meilleur, un monde lumineux où il n'y aurait ni douleur ni trahison. Mais le destin en a décidé autrement. Lorsque Narmin rouvrit les yeux, il lui sembla qu'elle était revenue à l'époque où elle avait une 20aine d'années. Ah, quelle ne fut pas la surprise de Narmin de se sentir à nouveau vivante. Oh, elle pouvait à nouveau respirer facilement et librement. La jeune fille a découvert qu'il n'y avait plus de corde autour de son cou. Je me demande comment elle a pu survivre.
Dans son esprit sombre, Narmin sentait la mort envelopper son corps. Mais malgré cela, elle s'est réveillée en parfaite santé dans sa chambre. D'ailleurs, tout ici semble identique à ce qu'il était il y a 3 ans. Cela paraissait incroyable, mais il semblait que Narmin avait remonté le temps. La jeune fille décida de se calmer un peu, même si c'était difficile. Quand on y pense, ce n'est pas si mal. Narmin a une nouvelle chance. Oh oui, elle allait avoir l'occasion de se venger. Narmin aspirait à cette vengeance de tout son cœur souffrant. Elle voulait se venger de son fiancé égoïste. La vengeance attend également sa sœur, qui a ri pendant que Narmin était tué. Et aussi, le père qui a utilisé Narmin et qui s'en est débarrassé facilement comme d'un vulgaire déchet doit répondre de tous ses actes. Oui, Narmin va définitivement saisir cette chance. Elle ne refera plus jamais les erreurs de sa vie passée. Narmin se tient devant le miroir, stupéfaite, et regarde son reflet. Auparavant, l'idée de ce qu'une personne pourrait penser si on lui donnait une seconde vie ne lui serait jamais venue à l'esprit. Une telle personne pourra-t-elle faire quelque chose par amour ou vivra-t-elle en bonne santé jusqu'à sa vieillesse? Les pensées de Narmin furent interrompues par une voix de femme. « Depuis combien de temps es-tu réveillée? Je t'avais dit de sonner la cloche !» fit remarquer la servante avec un malheureux claquement de langue. La jeune fille, la servante de Narmin, n'était pas très cérémonieuse. Après tout, la précédente Narmin s'était laissée traiter de la sorte. Cette fois-ci, la servante râlait parce qu'elle n'avait pas eu le temps de nettoyer la chambre à cause de Narmin. Pendant que Narmin choisissait mentalement sa vengeance, la servante s'est approchée de la jeune maîtresse. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore touché le miroir avec tes mains? Maintenant, il est taché !» Les paroles de la servante bien pensante se sont transformées en cris. Oh, elle se permit même de pousser la jeune fille. Mais Narmin n'a pas réagi. Elle essayait encore de comprendre s'il s'agissait d'un rêve, mais il semblait que c'était la réalité. La voix de la servante ramena Narmin à la réalité. Elle continuait à s'indigner de la stupidité de la jeune maîtresse et s'étonnait que l'on puisse ignorer des choses aussi élémentaires. Narmin tremble. Mais elle se rendit compte d'une chose. Elle était bel et bien dans le passé. Pendant 3 ans, avant qu'Annabelle ne la tue, c'était cette femme de ménage qui avait nettoyé la chambre de Narmin. Ah oui! Il y a eu un autre moment intéressant. Ce jour-là, au bal, alors que l'heure de la mort de Narmin se rapprochait, l'assistante d'Annabelle tendit à Narmin ce funeste verre de vin. Et à l'instant même, Narmin se dit que c'est louche. Narmin a bu ce vin et a perdu la tête. C'était un tournant inattendu dans son destin. À l'époque, Narmin ne s'est même pas rendu compte qu'elle était tombée dans leur piège et que les domestiques étaient également impliqués. Mais aujourd'hui, Narmin a changé et elle ne laissera plus jamais une telle chose se produire. « Pourquoi ce regard? Tu veux dire quelque chose ?» s'indigne la servante en voyant le regard étrange de sa maîtresse. Mais Narmin s'est contentée de sourire avec bonhomie et de remercier la jeune fille d'avoir fait le ménage. Elle décide alors de partir. La femme de chambre se contente de la regarder d'un air confus. Pour une raison ou pour une autre, Narmin lui semblait différente. Différente de ce qu'elle était d'habitude. Oh oui, Narmin avait décidé de faire de son mieux pour rendre l'atmosphère ici un peu meilleure à partir de maintenant. Narmin eut à peine le temps de sortir dans le couloir qu'une seconde servante l'accueillit à la porte. En voyant l'expression inquiète du visage de la femme, Narmin se sentit elle-même anxieuse. Elle se dépêcha d'aller voir ce qui s'était passé. La servante lui dit que Sa Majesté était venue rendre visite au prince et qu'il devait se préparer pour la réception. Narmin a été surprise par la visite de Sa Majesté. La jeune fille répond qu'elle va commencer à faire ses valises tout de suite. Peu après, elle s'est rendue rapidement chez son père. Apercevant un homme dans le couloir, Narmin l'interpelle. Le prince Balazit regarda froidement sa fille. Narmin s'inclina poliment et demanda si son père l'avait appelé. « Vous avez été retardée », a-t-il fait remarquer sévèrement. La jeune fille répond qu'elle est déjà aussi pressée que possible. Narmin est dégoûté par le regard de son père. Il la regardait avec une froideur non dissimulée et même avec mépris, comme si elle était une sorte d'insecte. Autrefois, Narmin avait peur de lui et essayait toujours de faire ce qu'il voulait. Pendant ce temps, mon père continuait à marcher dans le couloir. Il discutait avec Narmin sans même regarder dans sa direction. « Bon,
D'accord. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Il s'agit de la célébration du triomphe, commença-t-il de manière professionnelle. L'homme poursuivit en remarquant que Sa Majesté était arrivée pour cette même affaire et que Narmin et Annabelle n'auraient plus qu'à prendre le thé avec lui. Il sera également question de remettre une couronne de laurier à Lord Corral, et vous n'aurez qu'à exprimer votre consentement, ajouta-t-il comme si de rien n'était. Il s'agit donc de la victoire de l'escouade Carly, pensa Narmin à voix haute en acceptant simplement la demande de son père. Narmin connaissait une ancienne tradition concernant le triomphe. Selon cette tradition, une jeune fille en âge de se marier dépose une couronne de laurier sur la tête du héros. Ce geste signifiait une déclaration d'amour directe. Le problème, c'est que celui qui devient célèbre grâce à son triomphe gagne de l'attention et du pouvoir dans le Nord, mais est proclamé ennemi principal du Sud. Narmin se rendit compte de beaucoup de choses. Par exemple, en la forçant à déposer une couronne sur la tête de Martin Corral, le prince voulait attirer l'attention du public sur lui, pour ensuite le lier à Narmin par le mariage. La jeune fille savait bien que son père n'accepterait pas son refus, et elle avait donc besoin d'une occasion de s'éloigner de lui et de Martin Corral. C'est à ce moment-là qu'ils arrivèrent à la porte de la salle. Le prince, accompagné de sa fille, entre dans la pièce. Annabelle les attend déjà. Elle est arrivée un peu plus tôt que son père et sa demi-sœur. « Bonjour, Votre Altesse », dit le prince à son invité. L'homme lui répond qu'il attend le prince et lui fait signe de s'asseoir. « Vous savez déjà pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» suggère l'invité. Ce à quoi le prince répondit au gentilhomme qu'il ne pouvait pas lire dans ses pensées. L'homme s'étonne à voix haute que le prince ait décidé de faire comme s'il ne savait rien. L'unité de Carly exige la célébration d'un triomphe, a-t-il froidement remarqué. Le prince prit une gorgée de thé dans sa tasse et répondit que c'était à peu près ce qu'il y avait de mieux à faire. « Donnez-leur ce qu'ils désirent », suggéra-t-il calmement. L'invité s'est emporté et, tapant du poing sur la table avec indignation, a déclaré que ce n'était pas le problème. « Qui fait partie de leur équipe ?» demanda-t-il. La tasse de thé s'est renversée et la boisson chaude a coulé sur la table. « Le héros le plus important parmi les commandants, n'est-il pas le marquis de Winterfell du côté ennemi ?» demanda-t-il. Le roi exprime l'idée que si une fête est organisée, c'est le marquis qui risque d'attirer l'attention de tous. Il craint que, dans ce cas, les gens du Nord ne déclenchent une émeute. Mais il est encore plus frappé par le calme du prince sur ce point. Le prince demanda de ne pas s'en inquiéter et assura qu'il allait faire d'une autre personne le protagoniste de la fête. Il avoua également qu'il avait une idée pour contenir les gens du Nord. Le seigneur semblait très intrigué par cette déclaration. Il était curieux de savoir de quoi parlait exactement le prince. Pendant ce temps, Narmin écoutait attentivement la conversation des hommes. Selon elle, il n'était pas difficile de deviner que les gens du Nord seraient outrés en écoutant le discours de son père. C'est alors que mon père a exprimé son idée. « Utilisons le mariage. Je propose de l'épouser grâce à l'influence de Sa Majesté, » dit le prince. « On pourrait trouver une aristocrate du Sud comme épouse, puis les nordistes pourraient vouloir empêcher cette unification par le mariage, » a-t-il immédiatement ajouté. « C'est comme ça, » pensait Narmin. En entendant cela, la jeune fille se souvint de quelque chose, à savoir qu'après ses fiançailles avec Martin Corral, le marquis de Winterfell s'était marié en guise de compensation pour l'expédition. Naturellement, sa femme était une jeune fille que son père avait présentée au roi. Narmin réfléchit un instant. Si l'on en croit les rumeurs, elle, cette fille, n'a pas supporté la froideur du marquis de Winterfell et s'est enfuie en larmes. Et alors que Narmin pensait à cette pauvre fille qui avait souffert des plans de son père, elle se rendit compte de la situation. Stop! Après tout, s'il s'agit de Narmin, il s'avère qu'en plus de venger sa vie passée, elle peut éviter des fiançailles avec Martin Corral. Mais d'un autre côté, pensa la jeune fille, il n'était pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives et il n'y avait tout simplement pas lieu de penser de la sorte pour l'instant. Le roi estime que l'idée du prince n'est pas mauvaise. Cependant, il y a une nuance. Après tout le monde savait que peu de gens oseraient envoyer leurs filles à leurs ennemis. Votre Majesté, vous sous-estimez la loyauté de vos serviteurs, fit remarquer le prince. En tant que loyal serviteur du Seigneur, j'offre la candidature de ma fille pour le bien de notre pays, ajouta le père de Narmin, dont le cœur sembla s'arrêter à ce moment-là. C'est ça! C'était exactement ce que Narmin voulait.
La jeune fille sourit d'un air modeste. « Monsieur, la fille du prince Balazi a quelque chose à vous dire, » dit Narmin au roi. Celui-ci regarda la jeune fille avec surprise et la laissa parler. « Narmine, comment oses-tu t'immiscer dans la conversation ?» intervint Annabelle. Mais Narmin, ignorant les paroles de sa sœur, dit fermement que s'ils avaient besoin d'une fille à envoyer au nord, Narmin elle-même était prête à être celle-là. « Qu'avez-vous dit ?» s'étonne le père. « Ah, il semble que ni le père ni la demi-sœur ne s'attendaient à cette tournure des événements. Il semblerait que les paroles de Narmin aient bouleversé leurs plans. « Moi, fille du prince Balazite, loyale servante de notre Seigneur, je fais confiance à mon père plus qu'à n'importe qui d'autre, » remarqua Narmin. Le roi se gratta la barbe pensivement et sourit. Narmin demanda à son père de lui permettre d'épouser un ennemi pour le bien de sa majesté le roi. Après ces paroles, la jeune fille s'inclina courtoisement. Narmin Balacite a donc décidé que plus jamais dans sa vie elle ne resterait à l'écart. « Je vais épouser le marquis de Winterfell », répète Narmin. « J'ai bien entendu ce que tu viens de dire, n'est-ce pas ?» s'étonna son père. Le prince fronça les sourcils et précisa si Narmin savait quelle était leur relation avec Winterfell. Le roi s'assombrit un peu. « Comme l'a dit votre père, le résidu d'inimitié entre vos familles n'est-il pas trop grand ?» demanda-t-il, perplexe. De l'avis du roi, il serait bien plus difficile d'épouser le marquis Narmin que n'importe quelle autre fille. En effet, le risque de recevoir un refus catégorique était grand. « Mais puisque tu le dis, tu dois avoir une idée géniale ?» demanda le roi. Narmin répondit que c'était exactement cela. « Lors de cette célébration, je présenterai une couronne de laurier au marquis de Winterfell », a déclaré la jeune fille. Le prince traite sa fille d'idiote. Il demanda en serrant les dents si Narmin pensait que le marquis accepterait si facilement une couronne de sa part. Narmin regarde son père avec des yeux immenses mais confiants et répond qu'elle est sûre de son idée. La jeune fille expliqua sa confiance en disant qu'il n'était jamais arrivé auparavant qu'une couronne soit refusée lors d'une célébration. Le prince a toutefois fait remarquer à contre-cœur que c'était parce que tout était toujours convenu avant l'événement. « Nous avions prévu que vous remettiez la couronne à Martin Corral », souligne-t-il en serrant les dents. « Ah, Narmin devient nerveuse. Elle avait peur que son plan échoue avant même d'avoir commencé. » Cependant, Narmin n'allait pas abandonner son plan si facilement. Elle déclara donc avec assurance que le marquis ne la refuserait pas. « Pourquoi cela ?» demande le père avec ironie. « Pendant que je buvais du thé, j'ai entendu quelque chose. N'est-ce pas le marquis de Winterfell lui-même qui a ordonné cette célébration ?» Le roi écouta attentivement la jeune fille. Narmin a également fait remarquer que le fait de donner une couronne de laurier lors d'une célébration est un processus normal. Cependant, le rejet, à son avis, est une autre affaire. Après tout, au moment du rejet, la jeune fille devient une pauvre personne dont les sentiments n'ont pas été réciproques. Les gens aiment certainement bavarder sur les héros, mais le sujet de discussion le plus excitant est l'amour. Tout le monde oubliera vite les héros de la bataille. Et celui qui refuse, pensez-vous qu'il détruira son bonheur de ses propres mains ? demanda Narmin. Elle répondit à la même question en insistant sur le fait qu'il accepterait probablement d'abord la couronne et qu'il serait ensuite ce qu'il adviendrait lorsqu'il reprendrait ses esprits. Le Seigneur doit l'influencer pour qu'il ne puisse pas refuser, alors il n'aura nulle part où se réfugier, pensa le prince. D'accord, acquiesce timidement Narmin. Alors, Sa Majesté doit dire que c'est la fille d'un noble qui demande ce mariage, ajouta la jeune fille, et se tournant vers le roi, elle lui demanda d'agir en tant que monarque en souhaitant à la fille du prince un amour pur. « Ah, quel plan diabolique, bien que vous ne puissiez pas supprimer la logique !» dit le roi d'un ton pensif. Il fronça d'abord les sourcils, puis regarda Narmin et dit avec inquiétude. Le roi a dû envoyer la fille du prince dans le camp ennemi. Il se tourna donc vers le prince et lui demanda directement ce qu'il en pensait lui-même. Le prince sourit de contentement, remarquant qu'il n'avait pas réalisé que sa fille pouvait avoir une idée aussi géniale. Il serra nerveusement son genou et accepta que sa fille présente une couronne de laurier au marquis de Winterfell lors de la célébration. Peu après cette conversation significative à l'heure du thé, le roi est rentré chez lui. « Tu es folle !» dit son père à Narmin, qui escorte le carrosse du roi en jetant un coup d'œil par la fenêtre. La demi-sœur rejoint son père. « Je savais que tu étais un imbécile, bien sûr,
mais pas à ce point. Faire une chose pareille sans même savoir qui est le marquis de Winterfell, remarqua-t-elle avec perplexité et même un peu d'irritation. Alors tu t'es porté volontaire pour aller au nord chez nos ennemis? Demanda encore son père en s'asseyant à son bureau. Il ne semblait toujours pas croire que sa fille était capable d'une idée aussi folle. « Père, dis vite quelque chose !» intervient Annabelle. Mais le prince fait immédiatement reculer sa fille cadette en lui disant de se taire et de ne pas se mêler de la conversation. L'homme regarde Narmin d'un air sévère et lui demande d'expliquer pourquoi elle a organisé tout cela. « Je t'ai clairement dit ce que tu devais faire », insiste-t-il. Il semble surpris et irrité que sa fille ait décidé de résister à son ordre. Narmin réfléchit. Elle se rend compte que même si elle obtient l'approbation du roi, elle perdra encore si elle n'explique pas tout à son père. Mais plus clairement encore, Narmin se rend compte que cette fois-ci, ayant une seconde chance de vivre, elle doit tout simplement gagner. Et la jeune fille eut l'idée de répondre à son père qu'elle ne voulait pas épouser un étranger d'origine inconnue. Elle ne voulait pas le faire, même si elle avait la moitié du sang de Bâle en elle. « Et c'est votre raison ?» dit la voix du prince d'un ton menaçant. Cette sévérité familière fit grimacer Narmin. En serrant les dents, son père se demanda si Narmin n'avait pas décidé d'accorder un tel honneur au marquis de Winterfell uniquement pour son ego. « Honneur ?» se demande la jeune fille. Elle se dit que le plus important maintenant est de ne pas avoir peur. Après tout, elle savait maintenant avec certitude que son père essayait simplement de se servir d'elle à nouveau. « Ce n'est qu'une gloire passagère », remarqua Narmin, et son père fronça les sourcils après ces mots. Narmin demande cependant s'il n'est pas plus important d'éviter une émeute maintenant. Elle fit également remarquer que tout cela serait fait pour détourner l'attention de tous sur la fête. Semble penser le prince. Il se demandait quelle serait la prochaine étape pour Narmin. La jeune fille avait envie de sauter de joie, tant elle était heureuse que tout se passe bien. Ah, ce n'est pas pour rien que Père était si sensible à la gloire du Nord. Il n'est pas exagéré de dire que la famille impériale est une marionnette du prince Balazite. Il a construit tout cela pendant des années, et il est maintenant en charge du roi lui-même. Cependant, il convient de se rappeler qu'il s'agit d'un endroit très dangereux. Dans ce contexte chaotique, les seigneurs féodaux locaux se sont révoltés contre la famille impériale. C'est pourquoi Père est si inquiet de voir sa position menacée. Narmin décide qu'il lui sera utile d'en savoir plus sur les craintes de son père. Mais à voix haute, elle dit la chose suivante. Même si ce n'est pas à l'occasion de cette fête, ils détruiront tout. Tout n'est donc pas qu'une question de gloire. Il faut les suivre. La jeune fille a également noté que le meilleur moment pour le faire est lors de la célébration d'un triomphe. Et c'est comparable à donner une gorgée d'eau à un ennemi déshydraté, puis à lui passer une corde autour du cou. Si je l'épouse, nous pourrons découvrir plus rapidement les plans des rebelles et, par mon sacrifice, renforcer votre position, père, résume Narmin. La jeune fille demande une nouvelle fois à son père la permission de faire cela pour le bien de la famille. Le prince tapote du doigt sur la table. Il se dit qu'il y avait effectivement quelque chose dans les paroles de Narmin. Bien qu'il ne s'y attende pas lui-même, lors de la dernière campagne, les hommes du Nord s'étaient battus jusqu'au bout, et le prince avait été contraint de leur offrir un événement triomphal. La proposition de la fille semblait maintenant très tentante. Après tout, si Narmin pouvait se rendre à Winterfell en tant que jeune marié, il ne serait pas difficile pour eux de découvrir leur plan. Il serait beaucoup plus facile pour le prince de les espionner de près. « Je vois ce que tu veux dire. Essayons », finit par accepter son père après une longue pause. Annabelle regarda son père avec stupéfaction. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une telle décision. « Père, allez-vous vraiment l'envoyer au nord? Et le seigneur Martin Corral ?» demanda Annabelle, perplexe, en se rappelant qu'ils allaient marier Narmin à un seigneur. « Tais-toi, nous lui trouverons une autre femme, » dit le prince en faisant taire sa fille cadette. Ah, jamais son père ne lui avait parlé ainsi. Annabelle faillit éclater de ressentiment et de colère. Distrait de sa fille cadette, le prince reporta son attention sur Narmin. Il lui demanda à nouveau quel était son véritable but. L'homme répondit qu'il comprenait parfaitement que Narmin ne le faisait pas pour lui. « Dis-moi, que veux-tu obtenir avec ce sacrifice ?» demanda-t-il. Narmin serre les doigts nerveusement, craignant que son père n'ait tout compris. Cependant,
Elle se calme mentalement et, se ressaisissant, se dit qu'elle devrait simplement répondre calmement et honnêtement à sa question. Narmine déclara donc qu'elle voulait la liberté. « Un jour, vous détruirez Winterfell, et alors, faites de moi une riche veuve », demanda la jeune fille. Narmin a observé que si la société n'aimait pas les femmes non mariées, cela ne s'appliquait pas aux veuves et aux divorcées. Elle a compris que même si elle ne parvenait pas à se marier une seconde fois, sa famille n'en serait pas affectée. Narmin a promis qu'elle ne s'attacherait à personne. Tout ce qu'elle demandait, c'était une vie tranquille. « Vous êtes d'accord ?» demande Narmin. Le père garde un silence pensif. Les avantages lui paraissaient évidents. Mais le prince avait l'habitude de toujours peser le pour et le contre de toute entreprise. Peu après une longue conversation avec son père, Narmin se rend chez elle. « Ah, l'affaire a été un succès !» Narmin a réussi à éviter les fiançailles avec Martin Corral dès son premier jour de travail. Tout en marchant dans le couloir, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre donnant sur la cour. Oh, il y a eu une dispute avec une servante. Elle était accusée d'avoir volé les affaires de sa maîtresse et elle voulait absolument prouver qu'elle n'y était pour rien. « Je n'ai pas volé! Maîtresse, s'il vous plaît !» s'écrie-t-elle, horrifiée, en voyant Narmin à la fenêtre. Narmine, elle, observe la jeune fille d'un air nonchalant et se réjouit au fond d'elle-même d'avoir réussi à écarter l'assistante d'Annabelle. Ah, Narmin a enfin l'occasion de montrer sa force. Cependant, il ne faut pas oublier qu'elle est encore très loin de la vengeance. Vous devez donc réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Pendant que Narmin complotait pour renverser le prince Balazit, la fête n'était plus très loin. Le jour est arrivé. Tout un tas de gens se sont déjà rassemblés sur la place du palais. Le garde signale au marquis que tous les préparatifs de la fête sont terminés. Le marquis dit d'appeler le commandant. « Nous partons », dit-il fermement d'un ton sévère et peu engageant. En saupoudrant des pétales de fleurs, les gens ont salué les gagnants et ont crié de joie en regardant ce cortège. Narmine, qui observe tout cela, constate mentalement que tout se passe exactement comme dans sa vie précédente. Les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, même les aristocrates sont assis aux mêmes places. Narmin regarde son pendentif en émeraude étincelante et se dit que si elle n'intervient pas, elle ne pourra rien faire plus tard pour changer les choses. « Essayez de laisser ne serait-ce qu'une égratignure sur ma pierre », dit la voix furieuse d'Annabelle. La demi-sœur souligne qu'elle a prêté le pendentif à Narmin uniquement parce que son père le lui a ordonné. Elle lui a également rappelé qu'une fois la fête terminée, c'était à elle de le remettre dans sa boîte. « Tu m'as prêté le bijou de ma mère ?» Les mots me manquent, s'étonne Narmin. Cependant, il ne lui restait plus qu'à se taire, en serrant les dents. Narmi avait l'habitude d'essayer de faire plaisir à Annabelle, mais maintenant elle ne faisait même plus attention à elle. Et tout cela parce que la jeune fille était maintenant sûre de sa victoire. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par la voix de son père, qui arriva juste à ce moment-là. « Cela suffit. Le régiment sera bientôt là », informa-t-il et dit que Narmin devait se préparer. « Ne vous y trompez pas. Vous devez présenter la couronne à Glen Winterfell », lui rappela-t-il. « Oui, père », répondit Narmin calmement. En regardant les sabots du cheval qui s'approchait, Narmin nota mentalement que par rapport au dernier festin, il y avait une différence. Et il consistait en ce que le propriétaire de la couronne de laurier qu'elle s'apprêtait à présenter était Glen Winterfell. La jeune fille était calme, concentrée et aussi confiante que possible dans ses capacités et dans son plan. C'était comme ça jusqu'à un certain point. Oh, son attention semble particulièrement attirée par l'homme qui se tient derrière le marquis. Narmine le vit et frémit. « Oh mon Dieu, c'est Martin Corral !» Lorsque Narmin l'aperçoit, c'est comme si son âme avait été bouleversée. Après tout, c'est Martin qui a reçu la couronne de laurier que Narmin lui avait offerte dans une vie antérieure. Et c'est aussi l'ex-fiancé de Narmin. La jeune fille soupira lourdement. C'était un mariage de convenance, mais elle pensait toujours qu'il y avait des sentiments entre eux. Ah, cette rencontre fit remonter à la mémoire de Narmin des souvenirs douloureux de sa vie passée. Elle se souvenait du jour malheureux où elle s'était réveillée dans les bras d'un homme étrange et où elle avait été le centre d'attention de nombreuses personnes. D'ailleurs, Narmin se souvenait parfaitement de chaque mot prononcé par sa demi-sœur lorsqu'elle l'avait emprisonnée dans le donjon pour la tuer ensuite. « Tu crois que Martin Corral l'a suggéré ?» Cette question d'Annabelle résonnait encore dans l'esprit de Narmin. Ah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le cœur de Narmin battait-il si fort? S'éveillant de ces douloureux souvenirs,
Narmin entendit un discours solennel qui s'achevait. En reconnaissance de l'exploit accompli, les vainqueurs seront couverts de gloire et le roi les saluera comme des héros, annonça le héros à voix haute. Le roi posa son épée sur l'épaule du valeureux guerrier. J'ai entendu dire que Lord Winterfell avait fait preuve d'une grande maîtrise de l'épée au cours de cette quête. J'ai été heureux de l'apprendre, déclara le roi avec un sourire. Je suis désolé, mais ce qui vous a été rapporté n'est qu'une rumeur exagérée, remarque modestement le marquis. Le roi sourit à nouveau avec bonhomie, s'étonnant à voix haute de la modestie du jeune homme. En vous regardant, on reconnaît votre père, le marquis de Winterfell. Lui aussi était un chevalier exceptionnel, remarqua le roi. Votre loyauté est louable. Votre père serait heureux de connaître les exploits de son fils, a-t-il ajouté. Narmin, qui observait chaque mouvement du marquis, nota mentalement que la conversation sur son père devait être extrêmement pénible pour lui. Ah, mais cela se voyait à l'œil nu. Pendant ce temps, le roi poursuit son discours et souligne qu'un homme issu d'une telle famille est digne de n'importe quelle récompense. Mais le marquis de Winterfell répond qu'il lui suffit que le roi connaisse sa loyauté. « Quel jeune homme sérieux !» s'étonne le roi. Après le discours du roi, la véritable fête commence. Il annonça que tout le monde était réuni aujourd'hui pour célébrer la victoire de Carlisle et de 16 héros. Après le roi, le droit de parole passe aux aristocrates. Le prince Balassit rencontra pour la première fois le marquis de Winterfell en tête-à-tête. Et la première chose que fit le prince fut de féliciter le jeune marquis. Cependant, les éloges et les flatteries ne font qu'irriter le jeune Winterfell. Il lui rappela qu'il avait hérité du titre de marquis et fit remarquer avec ironie que le prince semblait avoir des problèmes de mémoire. « Il est temps que vous quittiez votre siège et que vous vous reposiez à la retraite », ajouta-t-il. Il semble que le prince commence à s'énerver et remarque à son tour que le marquis est toujours aussi inepte dans bien des domaines. C'est vrai, mais rien n'est impossible même à un si jeune âge, n'est-ce pas ? Répondit calmement le marquis en regardant le prince droit dans les yeux. Tho grimaça, constatant que le jeune homme avait effectivement hérité de l'impertinence de son père. « Ah, il ne faut dire que du bien des morts, ou rien du tout. Je suis désolé pour toi, » dit le prince d'un ton badin. Le marquis fronce les sourcils. « Ah, le prince semble marcher sur un fil. » Puis ce fut le tour de Narmin. La jeune fille fut appelée. Elle baissa les yeux et s'approcha lentement du marquis, une couronne de laurier à la main. Elle était mal à l'aise, mais elle ne pouvait plus s'échapper ou défaire quoi que ce soit. La jeune fille serre la couronne dans ses mains et est bien décidée à aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui sera, sera. Le marquis de Winterfell, en voyant Narmi, a tout compris d'un seul coup. Maintenant, il semblait comprendre ce qu'était la fête. Pour une raison ou une autre, l'homme avait déjà conclu que ce n'était qu'une distraction. Le marquis était sûr que la couronne serait remise à Lord Martin Corral. Après tout, presque tout le monde a compris que tout avait déjà été planifié à l'avance par le père de Narmin. C'était la raison première de la fête, et le marquis a compris qu'il n'avait plus qu'à se tenir à l'écart. Cette fois, la randonnée a été plus longue que prévu. Quand je rentrerai à la maison, j'aurai beaucoup de travail à faire, pensa-t-il d'un air catastrophé. Ah, comme il voulait vraiment cette récompense de camping. En pensant ainsi, le marquis ne remarqua pas tout de suite que Narim ne s'approchait pas de Martin, mais de lui. Le jeune homme fixa la jeune fille avec surprise et une question muette dans les yeux. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi c'était Lady Balassit qui se tenait devant lui. Il se dit même que la jeune fille a peut-être été distraite par la foule et qu'elle s'est trompée. « Princesse, les gens pourraient se méprendre sur votre enthousiasme », chuchote-t-il à l'oreille de Narmin en se penchant vers elle. « Martin Corral est l'homme aux cheveux bruns qui se trouve derrière moi », précise-t-il, pensant toujours que Narmin s'est simplement trompé. Le marquis conseille alors à la jeune fille de marcher lentement vers Martin pour que tout le monde ferme les yeux sur son erreur, la mettant sur le compte de l'excitation de Narmin. « Princesse ?» s'étonne-t-il, réalisant que ces paroles n'ont aucun effet sur la jeune fille. Narmin regarda le marquis dans les yeux et déclara avec assurance qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Le marquis fronce les sourcils et semble un instant frappé de stupeur. Il ne comprenait pas si cette fille était vraiment sérieuse. Winterfell se demandait de quoi parlait Narmin. « J'éprouve depuis longtemps des sentiments pour vous, marquis de Winterfell.
veuillez accepter cette couronne, dit Narmin avec un doux sourire et en tendant une couronne de laurier au jeune homme. Il semblait à Marquis qu'il rêvait et que ce n'était pas réel. Mais le bruit et l'agitation autour de lui le ramènent à la réalité. Narmin, quant à elle, continue de parler. Elle a avoué que lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a eu le coup de foudre et a senti qu'il était son destin. Le marquis de Winterfell se pencha vers la jeune fille. Il était si près de son visage que Narmin pouvait sentir son souffle chaud et excité sur ses joues. « Dame Balasite, savez-vous au moins ce que signifie cette couronne ?» demanda-t-il avec un sourire ironique. Narmin se dit que cet homme était probablement encore plus sarcastique qu'elle ne le pensait. Mais elle n'avait pas l'intention de reculer et déclara avec assurance qu'elle savait tout. « Je vous déclare mon amour, marquis !» déclara Narmin à tue-tête en continuant de tendre la couronne à l'homme. Il y eut une pause gênante pendant un moment. Tout le monde attend avec impatience la décision du marquis. C'est alors que le roi lui-même décida d'intervenir. Il demanda en souriant pourquoi le marquis ne devait pas prendre la couronne d'une si belle fille. « Monsieur, accepter cette couronne est un trop grand honneur pour moi. Je ne peux pas le faire, » déclare le marquis. Il ne comprend même pas ce qui se passe, mais la situation ne semble pas des plus agréables. « Il faut se ressaisir, » pense l'homme. Narmin se figea. Elle s'attendait à une telle réaction et savait que le marquis n'accepterait pas la couronne pour rien. Oh, comme elle aimerait pouvoir lui dire que ce mariage serait aussi profitable pour lui que pour elle. Se disant qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle saisit la veste du marquis. « Si vous craignez que je sois une fille illégitime, acceptez simplement cette couronne et vous n'aurez pas à être responsable de moi, » demanda Narmin d'une voix calme et hésitante. Elle avait fait exprès de dire cela, espérant d'abord s'attirer la sympathie de la foule. « Ah, ça a l'air de marcher !» Le marquis regarde autour de lui et lui demande ce qu'elle veut dire. Ah, le calcul de Narmin sur la pitié de la foule a également fonctionné. Les questions fusent de partout pour savoir pourquoi il n'accepte pas la couronne. Les gens sont scandalisés que le marquis veuille déshonorer la jeune femme au moment même de la fête et blesser la jeune fille crédule à cause d'une querelle avec son père. « Acceptez les sentiments de Lady Balasite !» s'écrie la foule. Le marquis serra nerveusement la poignée de l'épée dans sa main. Ah, il se rendit compte qu'on l'avait délibérément mis dans une position aussi délicate, sachant qu'il n'oserait pas gâcher les festivités. Eh bien, il a pris sa décision. D'un geste vif, le marquis arrache la couronne de laurier des mains de la jeune fille et l'accepte. « Nous allons avoir une longue discussion, Lady Balasite », déclara-t-il sinistrement avant de se détourner et de s'éloigner. « Ça a marché », se dit Narmin. Ah, elle aurait aimé pousser un soupir de soulagement, mais elle ne se sentait pas soulagée. Cependant, pour ce qu'elle vaut, elle ne sera plus la fiancée de Martin Corral, et cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. La jeune fille se sentait heureuse d'avoir réussi à faire naître une chance de changer l'avenir. La fête s'est terminée tard dans la soirée. La place du palais ne s'est vidée que lorsque la lune est apparue dans le ciel. « Ha ha, Narmin, bien joué !» s'exclame le prince en s'approchant de la voiture avec ses filles. Vous auriez dû voir son visage ahuri. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la couronne, a-t-il fait remarquer. « Et tu ne dis rien !» acquiesça Narmin en affichant un sourire enjoué. Oh, Annabelle était plus morose que jamais. Toute cette situation avec sa demi-sœur l'agaçait. Le prince s'apprêtait à monter dans la voiture quand soudain il fut appelé par une voix d'homme. « Il faut qu'on parle !» s'exclame Martin Corral en s'approchant de la voiture. « Oh, que fait-il ici ?» Narmin se crispe, et le prince aussi, même s'il ne le montre pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as sans doute besoin de te reposer après ce dur voyage » demanda le prince comme si de rien n'était. Martin répondit nerveusement que c'était urgent. Martin semble nerveux. Il voulait manifestement parler de ce qui s'était passé à la fête d'aujourd'hui. Sa tension nerveuse était particulièrement évidente dans son poing serré. Martin tourna vivement la tête et rappela au prince que dame Narmin était censée lui remettre la couronne lors de la célébration. Le seigneur était donc impatient de savoir ce qui s'était passé. Narmin regarde les deux hommes avec surprise. Elle écoutait Martin et n'arrivait pas à croire que son père ne l'avait pas prévenu de tout. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi ? Le prince, quant à lui, ne semblait pas se préoccuper de quoi que ce soit. Il a simplement répondu au seigneur que c'était arrivé.
Monsieur Balazit explique que tout s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le temps de dire à Narmin comment agir. Le prince s'est excusé et a demandé à Martin de ne pas le prendre si personnellement. Il promet au jeune homme de trouver une meilleure épouse. La patience de Martin est à bout. Il s'exclame en son fort intérieur que ce n'est pas pour cela qu'il est venu voir le prince. En fait, il voulait savoir pourquoi les plans avaient changé si brusquement. Le prince a répondu qu'il n'y avait aucune raison à cela. Cependant, il souligna également que ce n'était pas le lieu pour une telle conversation. En outre, l'homme fit remarquer qu'il était déjà temps pour eux de partir. Le seigneur s'indigne et répond que c'est exagéré et que le prince aurait dû tout lui dire avant le début de la fête. « Et que me suggérez-vous de faire ? La cérémonie est déjà terminée !» dit le prince avec autant d'indignation dans la voix, et il donna un coup de doigt dans l'épaule du seigneur. Martin tressaillit de surprise. Toute cette situation l'agaçait au plus haut point. Il fronça les sourcils et souffla devant le déplaisir et l'insulte que le prince lui avait infligée. Le prince Balazit se rendit compte qu'il lui fallait adoucir un peu le conflit et faire baisser la tension. Il donne une tape encourageante sur l'épaule de Martin. « Ma seule erreur a été de ne pas vous en avoir parlé à l'avance !» a-t-il plaisanté, en promettant de se rattraper. Après ces mots, le prince regarde attentivement Martin dans les yeux et lui demande s'il le comprend. Sombre comme un nuage de rage, Martin gardait un silence éloquent. La pause gênante se prolongea un moment. Cependant, le seigneur décida qu'une querelle avec le prince ne lui servirait à rien pour l'instant. Il répondit donc qu'il comprenait. Satisfait de lui-même et du fait que tout s'était bien passé, le prince se dirigea vers le carrosse. Il appela Annabelle et Narmin à sa suite, et les deux filles suivirent leur père. Arrivée à la calèche, Narmin s'arrête soudain. Elle se retourna une fois de plus et frissonna, car lorsqu'elle se retourne, elle croise le regard de Martin. Il la regardait si fort qu'elle en avait la chair de poule. « Est-ce qu'il me regarde comme ça ?» pensa Narmin avec perplexité. Mais elle se retint d'y penser et décida que cela n'avait plus d'importance pour elle. C'est vrai, parce que Narmin est complètement différente maintenant. Et donc, tout ce qui concerne Martin ne devrait plus la concerner. Elle monta donc dans la calèche familiale et les chevaux partirent, leurs sabots claquant sur les pavés. Le regard de Martin avait beau être pénétrant, Narmin n'en était plus troublé. Après tout, c'est lui qui l'avait trahi en premier. Palais de Winterfell. Le marquis Glen, assis à la table de travail de son grand bureau, ne cessait de penser à quelque chose et poussait de temps à autre de gros soupirs. Il semblait que des pensées angoissantes ne lâchaient ni son cœur ni sa tête. Qu'est-ce qui le rendait si perplexe? Ah, probablement que maintenant chaque personne qu'il rencontrait devinait les vraies raisons des inquiétudes du marquis. « Tout le monde en parle à la cérémonie maintenant », informa le majordome, laissant entendre qu'il faisait référence à la confession de la jeune Balazit. Le majordome déclare que le marquis doit faire sa déclaration. Il a également souligné que si le marquis ne le faisait pas, il devrait se marier. Monsieur Winterfell a jeté un regard noir au majordome. En se grattant le front d'un air las, il soupira et souligna qu'il était déjà trop tard pour cela. Sur ces mots, le marquis ouvrit un petit tiroir de son bureau. Il en a tiré une lettre qu'il a jetée sur le bureau du majordome en lui demandant de la lire. Le majordome décacheta rapidement l'enveloppe et en sortit une feuille. « C'est une lettre du palais royal ?» demanda-t-il avec un regard surpris. Il semblerait que le marquis soit inquiet pour une bonne raison. Car dès qu'il eut parcouru le texte d'un rapide coup d'œil, une expression de surprise se figea sur son visage. « Il veut donc que ce mariage ait lieu ?» demanda le garçon. Le marquis baisse les yeux d'un air sombre. Il ne peut nier l'évidence. Il comprend que refuser reviendrait à désobéir aux ordres du roi. Le ressentiment sort de la bouche du majordome. Il ne pouvait l'accepter, estimant que c'était trop. Le majordome ne comprenait sincèrement pas ce que son maître avait fait pour être traité de la sorte. Après tout, il savait mieux que quiconque à quel point le marquis avait fait de son mieux dans cette campagne. Il sait aussi que son seigneur, en plus de ses principales fonctions, lui en a confié beaucoup d'autres. Le jeune homme insista sur le fait que le marquis était responsable des provisions et des dépenses militaires. Le fait que la famille royale doute encore de la loyauté du marquis de Winterfell l'irrite au plus haut point. Mais le marquis sait bien de qui il s'agit. Il reconnaît que le prince Balazit est à l'origine de tous ses doutes. « Il croit que je veux l'écraser et le jeter dehors », dit Glen.
Le territoire de Winterfell ne faisait pas partie du royaume à l'origine et ne l'a rejoint qu'il y a une centaine d'années. Les différences entre le nord et le sud sont trop importantes pour qu'ils puissent devenir amis. L'armée du Nord a pour mission de défendre la frontière et d'assurer au sud protection et richesse. Malgré tout, les aristocrates du sud continuent de considérer les nordistes comme des barbares. Il se trouve que la femme du marquis de Winterfell est soudainement tuée à cause du complot d'un autre. Le prince Balazit devient alors le principal suspect. Cependant, lors d'une récente célébration, sa fille a offert au marquis de Winterfell une couronne de laurier. Tout cela a conduit le marquis à certaines réflexions et conclusions. Par conséquent, il a déclaré qu'il pouvait identifier 2 raisons pour lesquelles les étrangers s'intéressaient tant à son mariage avec Narmin. La première raison, selon lui, était que Balacit souhaitait ainsi empêcher une rébellion des hommes du Nord. Et la seconde, c'est d'avoir un homme à soi dans le camp ennemi, ajoute-t-il. Ah, mais le marquis n'avait pas besoin de sagesse et de devinette. S'il avait su à quel point ses conjectures étaient proches de la vérité. Butler acquiesce. Il lui semblait logique, lui aussi, que ce soit un moyen très efficace de découvrir l'imminence d'un soulèvement. Mais il était évident que le majordome était intrigué par quelque chose d'autre. Le garçon se gratta la barbe et, pour une raison quelconque, il pensa à Lord Martin Corral. Oui, il voulait parler de celui-là même qui s'était tenu derrière le marquis pendant la cérémonie. Dès que Lady Narmy vous a remis la couronne, il a pris un air découragé, remarque le majordome. Vraiment ? S'interrogea à haute voix le marquis de Winterfell, et le majordome d'affirmer que c'est la plus pure vérité. De plus, il rapporta qu'il y avait depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Martin serait le fiancé de Lady Narmyn. Selon le majordome, il semble que Martin n'ait pas été prévenu à l'avance du changement de plan. Le majordome du marquis semble être aussi intelligent que lui. Glenn Winterfell regarda la couronne de laurier. « C'est comme ça, pensa-t-il. Les suppositions du majordome ne font que confirmer celles du marquis. Apparemment, il avait raison de supposer que la couronne était destinée à Martin Corral. Après avoir réfléchi, le marquis se lève de table. Il exprima son intention de commencer par faire quelque chose que le roi n'attendait pas d'eux. « Si nous ne le faisons pas, ce sera un bon prétexte pour nous attaquer, » fit-il remarquer. Oh, le majordome fut décontenancé par l'attitude du gentleman. Selon lui, l'idée d'amener la fille de Balazit au centre de leur territoire était complètement folle. Mais le marquis s'est contenté de sourire, de fredonner et, en plissant les yeux, de dire au majordome de ne s'inquiéter de rien. « Je me demande ce qu'il mijote ?» Le marquis voulait voir cette princesse. Il voulait surtout savoir de quoi cette fille était capable dans un endroit où elle n'avait pas d'alliés. En fait, Glenn Winterfell doute fort que Narmyn puisse supporter ne serait-ce qu'une semaine de mauvais traitement de la part des courtisans. Le jeune marquis trouve son idée géniale, croyant naïvement que Narmyn est une fille gâtée qui a toujours baigné dans l'amour et l'attention et qui a toujours été servie et comblée dans ses moindres caprices. « Elle est venue à nous d'elle-même, et ce n'est pas ma faute », pensait-il ironiquement, anticipant une rencontre rapide avec celle qui l'avait intrigué dès le premier regard. C'est ainsi que se sont déroulées les fiançailles des maisons de Balacit et de Winterfell. La cérémonie de mariage s'est déroulée à Winterfell et les fiançailles dans la capitale. Eh bien, tout semble se dérouler selon le plan de Narmyn. Une fête célébrant l'union des 2 familles a été organisée au domicile de la famille Balazit. Des aristocrates se moquaient de Narmyn. Ils n'hésitaient pas à rire à voix haute et à chuchoter dans son dos. Se marier à Winterfell, ha! Regardez-la, pas la moindre timidité sur son visage. On ne cessait de parler de Narmyn Balacit. Le prince ne semble pas du tout gêné par cette situation. Il était indifférent aux sentiments de sa fille. Il semblait plutôt satisfait de la situation. Annabelle était toujours renfrognée et en colère, jetant des regards en biais en direction de sa demi-sœur. Mais Narmyn, elle, n'avait même pas le temps d'y penser. Et tout cela parce qu'elle était devenue une femme amoureuse de cet homme. Et la jeune fille devait constamment se surveiller, réfléchir soigneusement à chaque mot et à chaque mouvement, et même à chaque regard. Après tout, il fallait garder l'image, pour que personne ne puisse penser que tout cela n'est qu'un jeu. « Marquis, c'est l'heure de la danse, allons-y !» invite Narmyn au marquis. Et il ne lui restait plus qu'à la faire virevolter dans une danse. Lors de la célébration du triomphe,
Narmi a eu le sentiment que le marquis de Winterfell se méfiait énormément de sa famille. De plus, même maintenant, il y avait une tension particulière dans chacun de ses mouvements et de ses regards. Narmi décida donc de se montrer la plus inoffensive possible devant lui. Une fois de plus, elle s'en souvint et plongea son regard dans celui de Glenn. Il n'a pas détourné le regard. Au contraire, il le prit comme un défi. Le marquis, qui avait tenu Narmin par la taille d'une main pendant la danse, la serra contre lui de la même main. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en penchant la jeune fille sur son bras. Oh, Narmin semblait un peu perdue. Dans les premières secondes, elle n'a même pas trouvé quelque chose à dire, tant il l'a prise au dépourvu par sa soudaineté. Cependant, Narmin savait se reprendre et changer rapidement de sujet. Ainsi, après un moment, elle répondit qu'elle pensait juste à la beauté de son Glennie. Sur ces mots, la jeune fille prit ses 2 mains dans ses bras, glissant ses doigts fins entre les siens. Le marquis est déconcerté par ces paroles et par le comportement ouvert de Narmin. Il lui fit remarquer sévèrement qu'il n'était pas encore assez proche d'elle pour que Narmin l'appelle si affectueusement. Le marquis demanda qu'on l'appelle de façon plus formelle, le marquis de Winterfell. « D'accord, Glenn », répondit Narmin avec un sourire, laissant ses paroles passer à ses oreilles. Une pause gênante s'installe entre le nouveau couple. Narmin trouvait qu'elle et Glenn étaient plutôt bien ensemble. Le marquis, sévère, ne semblait pas du même avis. Il éloigne brusquement Narmin de lui et libère ses doigts de son emprise. « Oh, qu'est-ce que c'est que ce froid !»« Je me demande si votre sourire sera le même lorsque vous quitterez la capitale, » dit-il d'un ton sombre en se détournant de la jeune fille. « Nous allons attendre un peu pour voir », ajoute le marquis avec colère en clignant des yeux. Ensuite, il est parti et Narmin est resté seul. Ah, qu'il était imprévisible. Bien sûr, une telle attitude n'est agréable pour personne, et Narmin ne fait pas exception. Mais elle n'avait pas d'autre choix pour le moment. Une fois de plus, les gens ne pouvaient pas manquer la scène. Partout, des ragots circulaient sur le caractère pathétique de Lady Balassit et sur la façon dont elle avait pu tomber amoureuse du marquis. « Elle ne peut même pas lever la tête à cause de sa timidité », dit quelqu'un. Narmin se contenta de sourire. Elle était persuadée que son heure de gloire viendrait bientôt. Il lui suffisait d'y croire et de s'efforcer d'y parvenir. « Tout va bien pour la suite », s'encourage-t-elle mentalement. Soulagée de pouvoir enfin s'arrêter et s'arracher un sourire, Narmin sortit sur le balcon pour prendre l'air. S'appuyant sur le bord de la rambarde de pierre, la jeune fille expira lourdement. Fronçant les sourcils, Narmin songea à la difficulté qu'elle avait à sourire malgré elle toute la journée. « Lady Narmin !» La voix masculine douloureusement familière de quelqu'un appela soudain la jeune fille. Narmin se mit en alerte et regarda autour d'elle. « Tu es là !» dit Martin à voix basse en s'approchant. « Martin Corral, que diable fait-il ici ?» La jeune fille demande au Seigneur la raison de sa présence. En fait, elle était très surprise par cette rencontre, mais elle essayait de ne pas le montrer. Martin s'approcha et se plaça à côté de Narmin, s'appuyant sur le bord de la balustrade en pierre. L'homme déclara qu'il aimerait lui poser une question. Narmin lui demanda immédiatement ce qu'il voulait lui demander, réalisant aussitôt qu'elle n'avait plus rien à lui dire. « Êtes-vous résolument opposé à m'épouser » demanda-t-il brusquement. Oh, c'est une question que Narmin ne s'attendait pas à ce qu'il pose. Je me demande ce qu'il veut. Est-ce que c'est à cause de son ego blessé? Au comportement et à la voix de Martin, Narmin a remarqué l'excitation. Il se dit confus qu'elle ait décidé d'aller au cœur du camp ennemi. Martin Corral regarde Narmin et lui demande, l'inquiétude dans la voix, si elle le déteste à ce point. Narmin a fait semblant de ne pas savoir du tout de quoi il parlait. Elle souligne que cela ne lui a même pas été expliqué. « Non, le prince m'a déjà informé que les plans ont été modifiés à votre demande », plaisante Martin. Mais Narmin répond qu'elle n'a rien à ajouter. « Vous avez décidé que je n'étais pas digne d'être informée. Est-ce parce que je suis un étranger? Ou un type qui ne connaît pas ses origines ?» commença à demander le seigneur, perplexe. Narmin ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Le Martin qui se tenait devant elle n'était pas du tout comme celui de sa vie précédente. Ces paroles sont étranges pour Narmin, car il a été le premier à la trahir. La jeune fille commença à s'agiter. Elle serra les doigts en un point et remarqua à haute voix que le seigneur ne voulait pas non plus l'épouser. « Est-ce que j'ai dit ça ?» s'étonne Martin. « Je ne suis pas idiote !» répond la jeune fille. « Tu as peur que tout le monde te considère comme une étrangère?
C'est pourquoi tu n'as pas voulu épouser une noble dame? Et moi, je ne suis que la fille malchanceuse d'un prince, ajouta-t-elle aussitôt. Si on vous proposait de vous marier non pas avec moi, mais avec Annabelle, vous n'hésiteriez pas une seconde, dit Narmin avec assurance. Oh, Martin semble décontenancé par ces paroles. Il regarde Narmin avec des yeux ronds de surprise. Un silence gênant s'installe. Mais pour Narmin, c'était prévisible. Elle savait que Martin n'avait rien à dire. La jeune fille s'interroge. Était-ce vrai ce qu'Annabelle avait dit avant de mourir? Ah! Aurait-elle dû s'attendre à autre chose? Bien qu'au fond d'elle, Narmin espérait une erreur ridicule et que le Seigneur se soit simplement laissé convaincre. La jeune fille retourna au palais. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle déclara qu'elle et Lord Martin n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre. « Et chacun d'entre nous devrait suivre sa propre voie », remarqua-t-elle en jetant un dernier regard en arrière. La porte derrière Narmin se referma avec un bruit sourd, et le Seigneur resta debout sur le balcon, dans la plus grande confusion et le plus grand désarroi. Narmin n'a envie de parler à personne en ce moment. Elle décida donc d'aller se promener dans le jardin du palais. Après une courte promenade, elle s'assit dans un belvédère et réfléchit. Ah, qu'elle était fatiguée. Narmin espérait qu'au moins ici, elle pourrait être seule. « Oh, je suppose que C.S. Espoir était vain !» Il y eut un bruissement à proximité. Narmin s'est mis en alerte. « Qui est là ?»« Ah, pas de paix ici non plus. Sa demi-sœur Annabelle l'a trouvée dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle veut ?»« Ma sœur, je crois que nous avons quelque chose à nous dire, » déclare Annabelle. Quelle surprise! L'intrigue grandissait, tout comme l'inquiétude dans l'âme de Narmin. Bien que Narmin soit fâchée de ne pas pouvoir être laissée seule ne serait-ce qu'une minute, elle se ressaisit et demande à Annabelle ce qu'elle fait ici. « Elle demande encore !» s'indigne Annabelle en pointant un doigt méprisant en direction de Narmin. La demi-sœur accuse Narmin de déshonorer leur famille en remuant la queue devant ce type. Pour Annabelle, il est tout simplement impossible de se taire dans une telle situation. « En tant que fille du prince, je dois vous mettre en garde, » déclara-t-elle avec arrogance. Annabelle se demande si Narmin n'est pas jalouse que papa ne s'intéresse qu'à elle. « Tu ne veux que son attention, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Quel dommage !» s'exclame Annabelle en soulignant que Narmin a beau faire des efforts, elle n'est qu'une marionnette pour son père. « Une marionnette ? Eh bien, c'est vrai, » répondit calmement Narmin en souriant. Elle a ensuite demandé à Annabelle si elle pensait qu'elle se ressemblait d'une certaine manière. La jeune fille est déconcertée par cette affirmation. Elle faillit crier d'indignation. Et Narmin expliqua calmement qu'elle n'avait pas besoin d'épouser Lord Martin Corral maintenant, et que sa jeune sœur pouvait donc prendre sa place à partir de maintenant. Annabelle bouillait de colère et s'élança sur sa demi-sœur. Elle l'attrapa par sa robe et la secoua désespérément, criant qu'elle et Narmin étaient comme le ciel et la terre. « Je suis la fille du prince après tout !» cria Annabelle avec colère. Narmin regarde attentivement les yeux de sa demi-sœur. Elles se demandèrent si elle pouvait encore croire aux paroles de son père. « Être sa fille, c'est bien plus qu'hériter de sa ruse, » fit-elle remarquer. Annabelle semble prête à exploser de colère. « Comment une ordure comme toi ose-t-elle me dire une chose pareille ?» Elle déversa de plus en plus de colère sur Narmin. Annabelle rappelle à Narmin qu'elle est une enfant bâtarde et qu'elle n'a donc tout simplement pas le droit de se moquer d'elle. Narmin se figea soudain en voyant le collier de sa mère au cou de sa demi-sœur. Annabelle menace de tout raconter à son père et Narmin regarde son cou avec stupeur. « Tu m'ignores » n'arrive pas à se calmer Annabelle. Mais elle s'aperçut alors que Narmin n'était pas silencieuse pour rien. En suivant son regard, il était clair qu'elle regardait plus particulièrement le pendentif d'émeraude de sa mère. Cela plut à Annabelle, car elle savait maintenant sur quel point il fallait insister. « Ah, c'est le truc de ta maman? Ta mère l'a eu de ton père, non ?» demande Annabelle d'un air narquois en enlevant son collier. Il pensait qu'elle lui donnerait un fils, alors il a préparé un cadeau. « Et tout ce qui est né, c'est une fille inutile !» siffle Annabelle comme un serpent venimeux. « Tu n'en es pas digne !» ajouta-t-elle. La demi-sœur tend alors le bijou dans sa paume à Narmin et lui demande si elle souhaite le rendre. Ah, on dirait qu'Annabelle n'est pas du genre à s'arrêter à temps. C'est elle qui prend les choses en main. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. La condition pour que Narmin prenne les bijoux de sa mère, selon le souhait d'Annabelle,
était de se mettre à quatre pattes et d'aboyer comme un chien. « Répétez après moi. Je suis désolée de m'être comportée de manière inappropriée. Je ne suis qu'une enfant bâtarde. Je promets de ne plus être une fille aussi méchante. » C'est ce qu'a demandé la demi-sœur. Annabelle promit de pardonner à Narmin si elle aimait tout. Ah, quelle lueur de folie dans ses beaux yeux. Ou bien je jette cette babiole. S'il disparaît, je n'en perdrai absolument rien, menace Annabelle en tendant le collier à bout de bras pour le jeter. N'entendant pas de réponse, la demi-sœur demanda hautainement si Narmin aimait sa proposition. Narmin se mordit nerveusement la lèvre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Annabelle n'avait-elle pas une once de bonté et de conscience dans l'âme? À en juger par vos yeux, vous n'avez rien à dire. Eh bien, je n'ai pas le choix, déclara Annabelle en agitant les bijoux de sa main d'un air de défi. Et puis Narmin n'en pouvait plus. Elle s'est exclamée et a demandé si elle allait vraiment devoir aboyer. Annabelle est déconcertée. Bien qu'elle l'ait suggéré, elle ne s'attendait certainement pas à ce que Narmin le fasse. Narmin, elle, avait décidé de faire ce qu'il fallait. Narmin se rendit compte que sa demi-sœur était exaspérée par le fait que la jeune fille silencieuse était soudainement entrée dans le jeu. Mais elle avait un plan bien précis. Après tout, elle savait qu'Annabelle ne renoncerait pas au collier, quoi qu'elle fasse pour elle en retour. Annabelle a dit à sa sœur de se mettre à quatre pattes le plus tôt possible. « Je suis si généreuse, n'est-ce pas? Cela vaut la peine que tu le demandes, » a-t-elle ajouté. Mais il s'est passé quelque chose qu'Annabelle n'avait pas prévu. Anticipant la façon dont elle allait rire de l'inutilité de Narmin, Annabelle a complètement perdu sa prudence et sa vigilance. Narmin s'approcha et bouscula sa demi-sœur de toutes ses forces. Annabelle perd l'équilibre et plonge dans l'eau. Mouillée et en colère, elle lutte pour sortir de l'eau dans sa robe bouffante, ne trouvant pas les mots pour exprimer sa haine envers Narmin. « Êtes-vous fou? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ?» finit par lâcher la voix d'Annabelle. « Alors, que se passe-t-il » demande Narmin, debout sur la passerelle en regardant Annabelle. « Même si je te le demandais, tu ne me rendrais rien. » remarque Narmin en agitant triomphalement le collier d'émeraude qu'elle tient dans sa main. Annabelle ne pouvait que deviner comment le bijou était tombé entre les mains de sa grande sœur. Il n'y avait pas eu d'incident de ce genre dans sa vie antérieure. Ah, aussi amer que cela puisse être de l'admettre, cette fois-là, Narmin a fait ce que sa sœur lui a dit de faire. Mais, malheureusement, il n'était pas possible de rendre le collier à sa mère. « Enfant, je me suis souvent demandé pourquoi tu me détestais, et je me demandais aussi si je t'obéissais, si tu me reconnaîtrais une sœur, » dit Narmin à Annabelle, perplexe. La jeune fille se dirigea vers sa demi-sœur, qui était toujours dans l'eau, et s'arrêta tout près d'elle. « J'ai compris plus tard que tu n'avais aucune raison de me haïr, » avoue Narmin. Annabelle regarda la jeune fille avec surprise et même un peu d'appréhension. Jamais elle n'avait vu Narmin dans cet état. Narmin, elle, sourit et tend la main à sa demi-sœur pour l'aider à sortir du lac. La regardant dans ses grands yeux effrayés, Narmin déclara qu'elle allait maintenant créer personnellement ses mêmes raisons de haine. Annabelle se sentit engourdie par le choc. Elle avait du mal à croire que c'était leur Narmin qui disait cela. Annabelle a la chair de poule en voyant à quel point sa sœur ne se ressemble plus. Soudain, des voix se firent entendre. Oui, les gens qui se promenaient aussi tard dans la nuit dans l'enceinte du palais ont remarqué que quelqu'un était tombé non loin de là. « Seigneur, aidez-la vite !» s'écria la jeune fille avec effroi. Un jeune homme se précipite vers Annabelle et l'aide à sortir du lac. Il jette sa veste sur la jeune fille et lui demande si elle va bien. Et puis, d'une manière ou d'une autre, le prince lui-même est apparu. « Narmin, Annabelle, que faites-vous au milieu de la nuit ?» cria-t-il inquiet. Annabelle s'est immédiatement levée et s'est jetée dans les bras de son père en pleurant. « Annabelle, pourquoi es-tu mouillée ?» demanda-t-il, perplexe. « Elle est idiote !» commence à se plaindre Annabelle en pointant un doigt en direction de sa demi-sœur. Au fond d'elle, Annabelle jubilait. Elle était heureuse de voir son père, et elle se disait que maintenant, elle ne pourrait plus être arrêtée. « Elle m'a poussée !» s'exclame Annabelle en pointant Narmin du doigt. « Ah! Elle est persuadée que sa sœur est définitivement finie !» Le prince regarde Narmin et lui demande si c'est vrai. Annabelle se serra contre son père. Elle était calme,
pensant que sa sœur ne pouvait pas s'en sortir, puisqu'il y avait des preuves. Cependant, Narmin ne fit qu'un sourire en réponse à ces mots. « Annabelle, tu as beau me détester, mais mentir ainsi ?» dit-elle d'une voix étonnée et théâtrale. « Je t'ai dit qu'il était dangereux de s'approcher de l'eau, mais tu ne m'as pas écouté, » dit Narmin calmement, soulignant qu'elle voulait seulement rattraper sa sœur et l'empêcher de tomber. « Tu avais peur qu'on te traite de grincheuse, n'est-ce pas? Mais tu continues à mentir à ton père, » dit Narmin d'un ton de reproche. Annabelle est abasourdie. Les paroles de Narmin l'ont choquée. « Ah, oui, parce que jamais auparavant on n'avait utilisé sa propre arme contre Annabelle. C'est moi qui mens? La seule menteuse, c'est toi, sale gamine. Tu m'as poussée juste parce que je t'ai menacée avec le collier de ma mère !» fulmina Annabelle, ne réalisant pas tout de suite qu'elle s'était trahie. Quand Annabelle réalise ce qu'elle vient de dire, il est trop tard. Tout le monde autour d'elle avait parfaitement entendu. Oh, c'est gênant. Les gens ont commencé à émettre des jugements. Elle a menacé l'héritage de sa mère. Mais pourquoi les bijoux de la mère de la première fille sont-ils en possession de la seconde? Cette fille est-elle harcelée? S'indignent les commères. Annabelle a voulu se justifier et a même commencé à dire qu'elle avait été mal comprise. Mais son père ne la laissa pas s'embarrasser davantage et le mettre dans l'embarras en même temps. Le prince posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et, la serrant, lui fit signe de se taire. « Tu es froide, comme si tu n'étais pas encore malade. Alors retourne dans ta chambre et repose-toi, » lui demanda-t-il. Annabelle entendit dans sa voix une note de sévérité qui ne lui avait jamais été appliquée auparavant. Oui, le prince craignait simplement que si les choses restaient en l'état, des rumeurs se répandraient en haut lieu. « Père, ce n'est pas juste! Écoute-moi !» supplie Annabelle en saisissant la main de son père. Mais il se détourne et ordonne bruyamment aux domestiques d'emmener Annabelle dans la chambre à coucher. Annabelle ne comprend pas comment il peut lui faire ça, mais elle ne peut rien y faire. Dès qu'Annabelle a été emmenée, le prince s'est excusé auprès des invités. Il explique qu'il y a eu une petite dispute entre les sœurs et, s'inclinant, s'excuse pour le dérangement. Les gens s'en vont, toujours en fredonnant leur indignation. « Mon Dieu, la propre fille du prince s'est ainsi déshonorée, » dit l'un d'eux. L'autre répondit qu'elle savait que cela arriverait un jour. Quelqu'un d'autre supposa qu'à cause de cela, Annabelle ne montrerait même pas son nez avant un certain temps. Comme Narmin s'y attendait, son père ne s'est pas rangé du côté d'Annabelle. Après tant d'années passées ensemble, n'a-t-elle jamais compris que le pouvoir est plus important pour lui que tout le reste? Se demande Narmin. Quoi qu'il en soit, la jeune fille était heureuse. Après tout, elle avait réussi à récupérer le collier de sa mère. Narmin frotta la pierre d'émeraude du pendentif avec satisfaction. Maintenant, elle pourrait peut-être quitter cet endroit l'esprit tranquille. La forêt près de Winterfell. Le marquis et sa suite se rendaient à leur palais. Aujourd'hui, Narmin Balazite se rend en calèche dans la nouvelle demeure de son mari. Quelqu'un sur un cheval s'est approché de Glenn au trot. « Marquis !» s'exclame le majordome, qui est aussi le bras droit à temps partiel de ce monsieur. « Tu es trop bruyant, Fabian. Rentre dans le rang !» demanda froidement le marquis. Ah, mais Fabian avait une simplicité et une impudence particulières que Glenn appréciait, bien que parfois agaçantes. « Hé, ne dis pas ça, je voulais juste te demander quelque chose !» s'exclama le gars. Lentement et sûrement, le cheval de Fabian arriva au niveau de celui du gentleman. Le marquis reste stable et un peu distant. Cependant, il n'empêcha pas le jeune homme de parler. « Juste au qui-a-ou, juste à l'improviste. Est-ce vrai que le futur marquis est tombé amoureux de toi ?» demanda Fabian à voix basse. Cette question sidère Glenn. Une seconde et Fabian reçoit une gifle de Dominus. Voilà qui répond à la question. « Si tu es venu me voir pour me raconter ces bêtises, alors rentre dans le rang », grogne le marquis, qui manque de le griller du regard. Fabian exprime ses craintes que le prince et lui-même ne soient sur le point de tromper le marquis. Mais si on se souvient de l'émotion sur son visage à la fête, on peut penser que tout cela est vrai. On ne dirait pas qu'elle joue la comédie, remarque Fabian. Le marquis de Winterfell réfléchit à ces paroles. Ah, comme il aimerait vraiment y croire. À voix haute, le marquis souligne toutefois que les yeux peuvent parfois tromper et qu'il ne faut pas toujours s'y fier. Quelle que soit la beauté, la douceur et la gentillesse de Narmin Balazite,
Le marquis estime qu'il ne faut jamais oublier qu'elle est la fille d'un prince. Il est donc impossible de prédire quand elle changera d'avis et me poignardera dans le dos, remarque froidement Glenn. Il en va de même pour la dot. Vous savez, n'est-ce pas, que tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder s'ils nous aideront en s'il y a de besoin ou s'ils resteront à l'écart. Le marquis exprima une pensée.